à Cahors. Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue à vous tous ici dans ce magnifique théâtre. Cette deuxième rencontre annuelle des villes moyennes pour cette dernière journée et pour cette première table ronde de cette matinée consacrée aux bâtis anciens. D'ici 2050, entre 2 et 3 milliards d'urbains supplémentaires à l'échelle de la planète vont être accueillis dans les villes. Ces nouveaux habitants représentent un défi majeur pour l'ensemble des pays, des territoires, des villes qui devront les loger, leur permettre de se déplacer ou bien encore d'y travailler. Si la problématique peut se poser différemment dans des espaces relativement jeunes dans leur urbanité, un bâti existant, un urbanisme et un aménagement du territoire préalable. Nous composons également avec les impératifs environnementaux, l'empreinte carbone, bien sûr, à quelques jours de l'ouverture de la COP26 à Glasgow, la qualité de l'air, la consommation de ressources primaires, du sol, de la biodiversité. Par ailleurs, il ne faut pas oublier les aspirations et les dynamiques des gens, de ces habitants, anciens ou nouveaux, dont les modes de vie évoluent, se transforment de façon tendancielle, ou bien en raison d'événements plus singuliers comme la crise sanitaire dans laquelle nous sommes. Enfin, nous ne pouvons pas ne pas mentionner les besoins en termes de logement, tels que la commission Rebsamen les a chiffrés, à l'échelle française, pour se prévenir d'une crise majeure de l'offre. Nous devons produire entre 400 000 et 500 000 logements chaque année pour couvrir tant nos besoins démographiques que pour lutter contre le mal logement ou le sans-abrisme. C'est dans ce contexte que nous plaçons ce matin ce débat sur le bâti ancien et le patrimoine d'aujourd'hui et de demain. Est-il possible de rénover tout le bâti ancien pour l'adapter aux aspirations contemporaines et aux exigences de réduction de nos impacts environnementaux ? Est-il possible de le faire tout en atteignant un niveau de qualité acceptable pour un niveau de dépenses abordable ? Comment s'inscrit-on dans une dynamique durable, de long terme, pour se prémunir d'une obsolescence de ces bâtiments, de ce bâti, y compris pour des objets dont la qualité patrimoniale mérite une protection. C'est autour de cette question, de ces questions, de la transformation du bâti, du patrimoine d'aujourd'hui et de demain que je vous propose de débattre ce matin avec nos intervenants que je vous présente dès à présent. Roland Mouchel-Blaiseau, monsieur le préfet, bonjour. Vous êtes directeur du programme national Action Cœur de Ville. Vous avez été au préalable en poste dans ce territoire peut-être envié et singulier des terres australes et antarctiques françaises. Et vous dirigez le programme national Action Cœur de Ville depuis 2018. Bonjour à vous. Philippe Buisson, bonjour. Vous êtes maire de Libourne, président de la communauté d'agglomération du Libournais, et vous avez lancé, sous votre impulsion, un programme urbain Libourne 2025. Vous nous en direz quelques mots. Enfin, Franck Overka, bonjour. Vous êtes directeur technique et innovation de la Fédération des promoteurs immobiliers. Vous avez débuté votre carrière au sein du groupe Vinci, puis après, vous avez rejoint le groupe Caisse des dépôts et consignation. Alors peut-être une première question, et je vais la poser à vous, monsieur le préfet. On a longtemps parlé des villes moyennes en termes de désertification, d'abandon. Vous avez eu des mots, voilà, même hier soir, de gestion de cette décroissance. C'était un peu l'horizon que nous pressentions pour ces villes. On a une image qui semble s'être inversée aujourd'hui, avec des images de centre-ville plus riants, plus accueillants. Quelle est la réalité aujourd'hui, au-delà de ces images on veut faire passer ce message effectivement de renouvellement, de ce renouvellement urbain. Et peut-être, puisque c'est la thématique de cette table ronde, quel rôle va jouer le patrimoine dans cette revitalisation ? Vous savez, bon, d'abord bonjour à tous, merci pour cette invitation de la Fabrique de la Cité, et très heureux de participer à cette table ronde et que la question des villes moyennes soit mise à l'agenda, comme on dit, de vos travaux, et je vous en félicite et nous en sommes très heureux. Peut-être qu'il y a quelques années, vous n'auriez peut-être pas eu l'idée de le mettre à cet agenda, puisque
on n'en parlait pas beaucoup de ces sujets. Non pas, je ne parle pas de vous ou des spécialistes, mais ce n'était pas dans des grands débats publics, etc. Pendant plusieurs décennies, on a cru intelligent, collectivement, d'éloigner de plus en plus nos concitoyens des villes, des services, des commerces, des activités, d'avoir un modèle d'étalement urbain qui est aujourd'hui nous a implosé à la figure et qui est carrément insoutenable, et d'avoir négligé, je crois que c'est une responsabilité collective, hein, il ne s'agit pas de stigmatiser, un patrimoine, en tout cas ce qui faisait l'identité de notre France, et ce réseau des villes petites et moyennes qui se sont constituées au fil de notre histoire. Et donc, le programme national Action Cœur de Ville, après, enfin, aussi, dans mes anciennes fonctions, j'étais directeur général des services de l'Association des maires de France pendant 7 ans, après avoir été effectivement préfet administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises, mais où les questions écologiques, environnementales, sur l'avenir de la planète sont particulièrement prégnantes. La dernière décennie, surtout les projets de loi et les lois qui ont été votées, on ne parlait que de compétences, que d'institutions, que centre-ville, les villes moyennes étaient complètement sorties des radars. Et Action Cœur de Ville est une réaction, qui a été une réaction politique au sens noble du terme, en disant mais nous avons un potentiel énorme avec ces villes qui constituent notre armature. On les a négligées, il faut les réinvestir. Et le choix des 222 villes de métropole et d'outre-mer qui ont été sélectionnées dans le programme, c'est pas parce que c'est des villes qui vont mal. C'est des villes dans lesquelles la puissance publique a dit elles jouent un rôle irremplaçable de centralité. Je ne sais pas si on peut passer la photo de cette carte de France métropolitaine et d'outre-mer, vous verrez que c'est quand même assez considérable. Et ces villes dans lesquelles la puissance publique a décidé d'investir durablement. Donc c'était une sorte d'électrochoc. Et la stratégie politique avec un grand P, on aurait pu faire un plan ville moyenne. Mais c'est non seulement un plan ville moyenne, mais c'est un plan où on a dit, pour qu'elle retrouve de l'attractivité et du développement, je ne dis pas qu'elle n'en avait pas auparavant, on va d'abord, ce n'est pas exclusif, mais on va d'abord investir prioritairement dans la revitalisation des centres-villes. Ça veut dire quoi en résumé? Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire venir et revenir des habitants, des commerces, des services et des activités en ville, lutter contre l'étalement urbain, parce que c'est bien ça le sujet, qui isole, qui exclut, qui est un modèle économique, social, écologique insoutenable et qui aussi détruit des espaces naturels et agricoles ô combien indispensables, de remettre de l'ordre dans la périphérie commerciale, parce que c'est quand même, excusez-moi l'expression, c'est quand même un sacré foutoir, et puis de travailler, et c'est là où je rebondis sur votre question, de travailler sur le cadre de vie, le cadre de ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord ne plus laisser nos espaces centraux à l'abandon, ça veut dire requalifier l'espace public, ça veut dire rénover des logements, redynamiser des commerces, remettre le patrimoine en mouvement et en vie. On aura l'occasion d'y revenir, non pas comme une sorte de handicap ou de fatalité, mais au contraire comme des éléments d'attractivité et de rayonnement tout à fait indispensables. Et puis, faire le contraire d'Alphonse Allais. Alphonse Allais disait qu'il fallait mettre les villes à la campagne. Non, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut remettre de la campagne dans la ville et faire de la nature une infrastructure à part entière d'aménagement urbain. C'est ça l'objectif d'Action Cœur de Ville. Et si je voulais juste résumer l'apport peut-être de cette dynamique, c'est qu'elle est très immatérielle. On a remis en lumière ce qui était des joyaux de la France. Voilà. Et je le dis vraiment très sincèrement. On a remis, je dirais, à l'agenda ces villes. On donne aujourd'hui des perspectives de développement après, je pense, des décennies où finalement on ne voyait pas trop où aller cheminer ces villes. Enfin bref, on les a mis sur le devant de la scène comme elles le méritaient. Peut-être dans ces joyaux, je disais. Donc, Libourne, peut-être, vous avez lancé effectivement cette politique de revitalisation et de mise en valeur du patrimoine de Libourne. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et surtout peut-être insister sur quels effets cette politique a eu sur l'attractivité de votre territoire? Oui, les villes moyennes, en tout cas c'était le cas de Libourne, mais
il y a une association des villes moyennes qui s'appelle Ville-de-France, qui s'appelait avant la Fédération des villes moyennes, qui nous rassemblait, qui depuis très longtemps plaidait auprès des décideurs pour que ces villes moyennes, dont il a été dit hier, qu'on les appelait les territoires interstitiels. Et voilà, oui, avant. Et droit au chapitre. Et pour commencer, moi qui ne dis pas très souvent du bien de ce gouvernement, je veux saluer quand même ce que Jacques Mézard, sous l'autorité d'Édouard Philippe, a fait pour enfin mettre en place un dispositif pour nos villes. Nos villes, je parle de Libourne, c'était des villes fonctionnelles. Qu'est-ce qu'en disait mon prédécesseur, que j'adore, j'étais son directeur de cabinet, qui était Gilbert Mitterrand, il disait « c'est une ville à taille humaine, c'est sa fonction ». Et donc, ce sont des villes qui se battaient pour avoir des atouts de centralité, pour maintenir une gare TGV, ou, je le redis, l'avoir, pour garder un tribunal de grande instance dans la carte judiciaire qui était menacée, pour maintenir une chambre de commerce et d'industrie à Libourne indépendante de celle de Bordeaux. Bref, c'était des batailles utiles, mais qui ignoraient absolument tout de l'identité de la ville et du patrimoine. C'était une ville fonctionnelle qui parfois tentait d'être une ville dortoir, en ce qui concerne Libourne, à proximité d'une métropole. Bref, une ville où il fait bon vivre, mais où cette identité... Libourne est une ville qui a plusieurs siècles, 800 ans, c'est une ville bastide, l'une des plus grandes bastides de France avec Carcassonne. C'est une ville d'où on commerçait le vin de Saint-Émilion, Pomerol, à partir d'un port, puisque les rivières qui passent à Libourne se jettent dans la mer sans passer par Bordeaux, ce qui fait que l'activité portuaire était très forte. C'est une ville viticole, bien sûr, même si on n'a pas d'appellation, Libourne. On est un peu la Suisse des appellations des Libournais, Saint-Émilion, Pomerol, Fronsac et tous les satellites. On n'en disait rien. Ce qui fait que les Libournais eux-mêmes ne savaient même pas d'où venait le nom de Libourne, qui tire son nom d'un personnage historique, qui est Roger de Leyburn, qui se situe à une dizaine de kilomètres de Castillon-la-Bataille, là où a pris fin la guerre de 100 ans, et cette histoire de ville anglaise que fut Libourne. D'ailleurs, bâtie par un Anglais. On n'en disait strictement rien. Et donc, les Libournais habitaient une ville hyper sympa, mais aux identités qui s'estompaient. Donc, il est vrai qu'il y a 10 ans, nous avons bâti un projet urbain qui finalement rehaussait les identités de la ville. On a redonné à Libourne ses identités de ville bastide, on a recréé un quartier semi-piéton autour de la place centrale très, très spécifique pour les bastides de Guyenne, on a requalifié les quais et redonné une identité portuaire, y compris en développant le tourisme fluvial, pardon. On a redonné une identité viticole, ne serait-ce qu'en créant une fête du vin qui n'existait plus à Libourne, mais aussi en créant une coopération entre l'excellence des thés du Libournais et l'excellence des vins du Libournais et l'excellence des thés de Pu'er en Chine. J'ai même rehaussé cette identité que chacun connaît, mais qui était un peu désuète et qui finalement nourrit le marketing territorial de Libourne, c'est Libourne, ville secrétariat du Père Noël. Vous savez que chaque gamin dans le monde entier qui écrit au Père Noël, finalement, ça arrive à Libourne et c'est de Libourne qu'on lui répond. Bon, donc... Avec et un mot de sous-préfet. Donc, puisque Roland était sous-préfet à Libourne. Voilà. Et finalement, si je veux résumer tout ça, c'est qu'on a bien sûr maintenu les atouts fonctionnels de la ville de Libourne et on les a amplifiés. Je l'ai dit hier, notamment sur les mobilités et le RER métropolitain, où on a reconstruit l'hôpital Robert Boulin qui est l'un de mes autres prédécesseurs célèbres, avec un hôpital de très grande dimension, puisqu'il fait 3000 lits, mais on a surtout travaillé les identités et redonné de la fierté aux habitants, au moins de la connaissance, en fait, d'où ils viennent et vers où ils vont. Ce qui est assez frappant dans votre discours, c'est que vous mentionnez en patrimoine
pas uniquement bâti. Vous avez mentionné la vigne, l'histoire. Comment vous avez intégré ces dimensions justement dans ce projet de territoire? Oui, il y a le patrimoine. Il y a le patrimoine bâti, cette Bastide qui a bien des égards des Cati, enfin en tout cas de nombreux immeubles qui méritent d'être requalifiés. On a toutes les problématiques de vacances, parfois même de vendeurs de sommeil. On a du patrimoine plus majestueux encore, qui ne nous appartenait pas. On en dira peut-être un mot tout à l'heure. C'était une école de sous-officiers de gendarmerie qui doit être en cœur de ville, que l'État a délaissé suite à la RGPP et qui doit faire l'objet d'une requalification. Et puis, il y a le patrimoine non bâti, et à Libourne, c'est essentiellement les vignes. Au sein de Libourne, il y a un tiers de l'appellation Pomerol et un 15e de l'appellation Saint-Émilion qui est sur. Et je rappelle que l'appellation Saint-Émilion, enfin le vignoble de Saint-Émilion est le premier vignoble au monde à avoir été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc ça amène des contraintes. Ce qui est relativement simple quand même de sanctuariser le Pomerol et le Saint-Émilion. Vous voyez, il y a assez peu de promoteurs qui viennent nous voir pour arracher du Pomerol pour en faire des immeubles. Ben, il faut l'intégrer dans un PLU, dans un PLUI, dans une AVAP, dans un dialogue performant. Ça pose une autre question, alors c'est peut-être pas l'objet d'aujourd'hui, c'est comment on fait de l'agriculture, et en ce qui me concerne de la vigne, dans la ville, avec toute la question de la cohabitation entre des utilisateurs d'engrais, de pesticides, parfois même du bio qui n'est pas compris par les riverains. C'est un autre sujet. Ce dialogue-là, cette maîtrise-là, eh bien, elle est inscrite dans le projet urbain Libourne 2025 aussi. Très bien. Justement, monsieur le préfet, peut-être sur ces autres dimensions patrimoniales, comment on les intègre? Oui, alors, le maire de Libourne a tout à fait raison. D'abord, la dimension paysagère, elle est vraiment au-delà, bien sûr, de chaque bâtiment ou espace. Et d'ailleurs, quand vous citez le fait que le vignoble de Saint-Émilion a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un paysage vivant qui a été classé. Et c'est pas uniquement des bâtiments, etc., etc. Il y a quelque chose qui est assez frappant, on le retrouve dans toutes les villes. Vous savez que nos villes ont été construites historiquement à partir de leurs fleuves, de leur confluence en ce qui concerne Libourne, et elles s'étaient au fil des années, voire des siècles, un peu détournées de leurs fleuves, et on avait même les villes qui ne regardaient même plus leurs fleuves. Et souvent, les berges étaient devenues des lieux pas très agréables, voire des friches dégueulasses, etc. Je crois qu'on voit quelques images, justement, voilà, à l'écran derrière. À l'écran derrière, parce que je ne vois pas, mais on voit d'ailleurs Moulins, Montluçon, Libourne, avec la confluence, aussi Vernon. Ce sont quand même des beaux exemples où les villes ont redécouvert leurs fleuves. Elles ont retravaillé l'accès à leurs fleuves, la requalification, et tout d'un coup, un patrimoine qui était complètement invisible devient visible. Et ça devient des lieux de promenade, des lieux de développement, des lieux de résidence. Et bref, on donne une nouvelle respiration, un nouveau regard. Et puis, vous avez aussi le patrimoine immatériel. Monsieur le maire de Libourne parle de l'identité aussi, qui est très forte. On a beau être citoyen du monde, on est d'abord citoyen de quelque part. Je prends aussi un exemple industriel. La maire de Romans-sur-Isère est présente ici à ces journées. Et, par exemple, je ne sais pas si on verra la photo, mais elle a mis dans... Vous savez que Romans, c'est spécialisé dans la chaussure. Il y a encore des industries, il y a encore des commerces d'usines. Et donc, il y a des sculptures monumentales de chaussures dans la ville qui, justement, contribuent à cette fierté historique industrielle de dire mais il y a encore un patrimoine industriel vivant, etc., etc. Et puis, il y a, là où on a un effort immense à faire, et d'ailleurs le président de la République, lorsqu'il a conclu notre rencontre nationale le 7 septembre dernier, nous a demandé que la méthode d'action Cœur de Ville, qui est une méthode qui part des projets locaux, qui fait confiance aux acteurs locaux, et le but de l'État et de ses partenaires financiers est de venir accompagner leurs projets, c'est de traiter les entrées de ville et les entrées d'agglomération. Nous ne sommes pas condamnés à vivre dans des paysages laids. Et je crois qu'on a quand même beaucoup perdu au fil de l'urbanisation, un peu parfois pas toujours maîtrisée, où on arrive dans des sortes, y compris proches de villes superbes,
dans des sortes de no man's land, d'anarchie urbaine, avec une sorte de sous-zone commerciale, du pavillonnaire diffus, des friches plus ou moins dans tous les sens. Et donc là encore, comme disait le maire de Libourne, retrouver de l'identité, de la fierté, du sentiment d'appartenance. Quand on arrive dans une de nos belles villes de France, il faut que la porte d'entrée vous emmène déjà vers son niveau, vous donne envie de la découvrir. Et donc la requalification des entrées de ville et des entrées d'agglomération est probablement notre nouvelle frontière, à partir bien sûr des travaux de requalification du centre. Donc voilà, donc, il y a le patrimoine bâtimentaire, il y a le patrimoine paysager et culturel, hein, c'est une ambiance, c'est une atmosphère. Il y a le patrimoine immatériel qui est lié à l'histoire, au savoir-faire. Vous savez que dans beaucoup de nos villes, il y a aussi des industries qui ont été très typiques et qui ont la coutellerie, la chaussure, etc., le vin, qui sont une marque d'identité très forte. Et puis, il faut mettre tout ça en scène, non pas uniquement c'est pas pour faire beau, pour faire des musées, pour faire en sorte qu'on soit fier de nos villes et de nos territoires. Et donc, on a toute une nouvelle frontière à réinvestir dans nos entrées de ville. Justement, peut-être pour aller au-delà de ces logiques patrimoniales, est-ce que, gardez le micro, monsieur le préfet, peut-être pour la prochaine question, est-ce que c'est suffisant le levier patrimonial pour revaloriser, notamment en cœur de ville? Non, mais ce n'est pas le patrimoine pour le patrimoine, mais simplement le patrimoine est un atout sur lequel on peut s'appuyer. On va prendre par exemple le domaine du commerce. Alors, je ne sais pas si la photo va passer, mais c'est par exemple le projet de rénovation des nouvelles galeries à Mont-de-Marsan. Vous savez, d'ailleurs, dans beaucoup de nos villes, il y avait des bâtiments assez emblématiques, Nouvelle Galerie Lafayette, Nouvelle Galerie, etc., et qui, au fil des ans, étaient tombés en désuétude. Ben là, à Mont-de-Marsan, le projet, oui, on le voit affiché derrière. Là aussi, c'était une friche commerciale depuis peut-être 10 ou 15 ans, enfin, je ne sais plus trop. Et grâce à Action Cœur de Ville, Réinventons nos cœurs de ville, des investisseurs se sont intéressés à ce bâtiment qui va retrouver une vie commerciale. Mais il y a aussi un nouvel hôtel qui va s'implanter. Vous savez que dans nos villes moyennes, la qualité de l'offre hôtelière est encore très loin d'être souvent au rendez-vous si on veut développer effectivement le tourisme d'affaires, le tourisme, etc. Et comme la ville, avec l'établissement public, s'est portée acquéreur de beaucoup de parcelles autour, il va y avoir des logements de toute catégorie et une résidence étudiante. Donc en clair, on refait tout le quartier et tout l'îlot. Voilà un très bel exemple de... je veux dire qu'il faut réinvestir des nouveaux lieux, des nouvelles activités, offrir, et je dis au Mont-de-Marsan, par exemple, puisque j'y étais il y a 15 jours, donc c'est il y a 3 semaines, c'est aussi un musée qui est spécialisé dans la sculpture, et donc il y a un développement dans toute la ville d'un parcours lié aux sculptures. Mais voilà une ville qui se crée ou qui se recrée une identité en réinvestissant un bâtiment emblématique, en lui donnant d'autres destinations que sa destination initiale, même si cette destination initiale va être valorisée, et tout ceci s'intégrant dans un parcours culturel de développement de la sculpture. Voilà, je pourrais multiplier des exemples, mais c'est tout à fait... On pourrait parler aussi de friches industrielles. Le maire de Montbrison était là hier. Le président de la République l'a visité d'ailleurs lundi dernier à Montbrison, où une friche, il l'a expliqué lui-même, une friche depuis 4... Est-ce qu'on se rend compte de ce que représente dans une ville le sentiment que peuvent avoir les habitants, les édiles, les acteurs locaux, qu'une friche de 2 hectares industrielle depuis 40 ans en cœur de ville, et qu'il n'y avait aucune perspective. Le fait qu'aujourd'hui, ça va devenir une sorte de nouvel écoquartier, en conservant une partie d'ailleurs des bâtiments, et comme on ne perd pas le fil identitaire de ça, mais en même temps, on crée quelque chose de nouveau. Finalement, on crée un nouveau patrimoine, mais à partir d'un patrimoine ancien qui n'avait plus de destination. Et puis j'ai un autre exemple en tête, je pense au maire de Roanne, qui était là hier aussi. Alors, je suis allé dans la Loire récemment, donc je l'ai en tête encore plus. C'est que, il y avait une ancienne clinique désaffectée, là aussi depuis 10 ou 15 ans. Un bâtiment qui n'avait pas une valeur exceptionnelle, il n'était pas protégé, etc. Mais ce sont des investisseurs locaux qui vont le rénover et qui vont le rénover de manière superbe pour en faire des logements, d'ailleurs des logements sociaux, des logements intermédiaires.
eh ben, on recrée du patrimoine à partir de bâtiments qui n'en avaient pas de valeur. Et donc, le fait que cette clinique désaffectée en plein cœur de Roanne va avec des investisseurs locaux qui, de nouveau, croient dans leur ville, eh ben, on recrée une envie de vivre dans cette ville, et j'allais dire qu'on recrée du patrimoine à partir de lieux qui n'avaient pas de valeur patrimoniale. Et ça, je trouve que cette transformation, elle est extrêmement importante. Patrimoine bâti, patrimoine aussi matériel à Roanne en l'occurrence. Quel est le regard qu'un promoteur immobilier va porter justement sur ces stratégies de revalorisation et ces perspectives qui étaient dessinées par Monsieur le Préfet? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'interviens ici aussi au titre de président de la RICS, puisqu'on a eu l'honneur d'avoir une commande de Madame la ministre Emmanuelle Wargon il y a un an pour lui remettre un rapport sur freins et leviers de la rénovation urbaine, au sens général du terme. Et on lui a remis un rapport avec Monsieur Philippe Pelletier, président du plan bâtiment durable, sur 40 propositions qui permettraient de massifier, parce que l'enjeu que nous avons aujourd'hui, c'est de passer d'opérations expérimentales, démonstrateurs, quelques centaines d'opérations, des rénovations dont on a beaucoup parlé depuis hier, mais comment on massifie? Parce que vous avez évoqué un besoin de 400 à 500 000 logements qui est repris régulièrement. Et dans le même temps, un certain nombre d'auteurs et de rapports qui sont parus ces derniers temps, y compris la stratégie nationale bas carbone, fixe des objectifs de construction neuve à horizon 2040, 2050, à pas plus de 200 000 logements par an, en disant le reste doit être rénové. Donc on voit bien qu'on est à un moment où effectivement on peut rénover, ou démolir et reconstruire. Mais quels sont les moyens? Et le rapport que nous avons mis en œuvre après avoir consulté de nombreuses parties prenantes, dont les promoteurs, mais aussi les investisseurs privés, les aspects réglementaires, ont démontré qu'aujourd'hui, depuis 20 ans, on a une réglementation, une normalisation et une politique fiscale qui fait qu'il est beaucoup plus facile pour un investisseur d'aller développer en zone artificialisée que de revenir sur un centre-ville. Donc, tant qu'on n'inversera pas la donne, et ça a été fait notamment avec le de Normandie dans l'ancien, qui permet de commencer à revenir sur le patrimoine ancien, mais qui ne permet pas aujourd'hui d'arriver à un facteur d'échelle suffisant qui permette de faire revenir des investisseurs et des promoteurs. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas rénover 2 appartements par-ci, 2 appartements par-là. Il va falloir, comme l'a très bien dit Monsieur le Préfet, on a besoin d'agir sur un quartier complet. Et c'est là où toute la complexité du sujet devient extrêmement importante. On ne peut pas venir sur une rénovation de centre-ville sans traiter des niveaux de densité. On sait pertinemment qu'on ne mettra pas d'aménités ni de commerce si on n'a pas des niveaux de densité de 4 à 5 000 habitants par kilomètre carré. On sait que ça ne tiendra pas en termes économiques sans subvention si on n'est pas à ces niveaux de densité-là. On a besoin de gérer les flux et l'attractivité du lieu. On a besoin de sortir de la ségrégation fonctionnelle. Il y a encore énormément de plans locaux d'urbanisme qui font de la ségrégation entre l'activité commerciale, l'activité tertiaire et le logement. Donc comment on recrée des lieux de vie dans ces centres-villes pour sortir de ce piège aujourd'hui qui est un empilement de réglementation. On a fait également des propositions sur la simplification de contradictions entre code de l'urbanisme et code de la construction. Aujourd'hui, une des raisons majeures du surcoût important de la rénovation, c'est l'empilement de normes qui se contredisent les unes les autres et qui vous emmènent vers des complexités et des complications en termes constructifs qui coûtent très cher. Donc là aussi, on a des solutions simples qui permettraient de sortir de ces écueils, mais qui nécessitent d'être mises en œuvre et qui ne le sont pas aujourd'hui. Donc on a beaucoup d'espoir grâce à tous les travaux qu'on a pu voir ces 2 derniers jours sur les tests qui ont été menés et les démonstrateurs, de pouvoir s'appuyer sur ces éléments-là pour proposer des évolutions fortes en termes de code de l'urbain et code de la construction pour sortir de ces complications inutiles et permettre de construire plus vite. Puis
Encore une fois, ce qui nous gêne beaucoup de manière globale, et vous-même vous l'avez dit en entrée, en introduction, on ne peut pas se tromper d'échelle. Le monde doit être tiré dans sa complexité et dans ses facteurs d'échelle. On ne peut pas partir de constats mondiaux. Et vous parliez du zéro artificialisation nette. Moi, ça m'effare, cette discussion. Ça vient de discussions entre la Banque mondiale, le GIEC, sur l'évolution urbaine des nouvelles villes dans les pays asiatiques et africains. Juste pour vous donner un exemple, c'est comment gérer 10 villes de 10 millions d'habitants en 10 ans en Inde. C'est pas du tout notre problématique européenne. Je ne comprends pas. En France, on a une des densités d'habitants les plus basses. Et on vient nous parler de zéro artificialisation nette. Enfin, il y a une vraie réflexion à mener sur les objectifs par échelle et de réfléchir par rapport à l'échelle sur laquelle nous sommes et pas appliquer des visions globales sur une échelle fine. Et c'est là que l'enjeu de la complexité devient crucial et que aujourd'hui gérer le métabolisme d'une ville, ses flux, son infrastructure, gérer les impacts, comprendre les impacts carbone aussi, parce que c'est un excellent indicateur de coût en termes d'infrastructures à développer ou à maintenir. Là aussi, il y a des enjeux très très forts. Il y a par exemple en termes de développement d'artificialisation, personne ne tient compte du coût et du poids carbone du développement de l'infrastructure, tant en terrain qu'en voirie. Si dans le même temps, on faisait ces équilibres et qu'on sortait du périmètre purement bâti pour réfléchir sur un périmètre un peu plus large, infrastructure, mobilité, bâti, vous verriez qu'on pourrait prendre des décisions financières et en termes d'investissement radicalement différentes et redonner une attractivité à la rénovation des centres-villes. Et puis enfin, autre sujet, c'est effectivement, il y a du patrimoine à préserver, mais il y a aussi du patrimoine qu'on a construit dans les années 60-70 qu'il va falloir accepter de raser. Soyons clairs, il y a des choses qui n'ont plus aucun intérêt, qui sont obsolètes et qui ne correspondent plus aux demandes de nos concitoyens en termes de qualité de vie. Il faut l'accepter. Alors évidemment, ça peut se retraiter, il y a certains ouvrages qu'on peut rénover, mais il y a carrément des morceaux de ville qu'il faut raser. Et là, je suis volontairement caricatural, parce que là, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas dans l'air du temps. Mais ne nous mentons pas. On ne peut pas faire croire aux gens qu'ils vont aller habiter dans les logements vacants parce qu'il y a une politique, enfin un discours aujourd'hui qui dit qu'il y a une augmentation de la vacance et que donc nos concitoyens donc aller habiter dans les logements vacants. Non, il faut une adéquation entre la demande en termes de qualité de vie et le bâti dont on peut disposer. Et je crois que là, il y a un travail de fond à faire sur l'évaluation du patrimoine. Monsieur le préfet, une réaction rapide. Rapide, vous avez raison de me rappeler alors. Non, mais juste sur deux points que vous évoquez qui sont très importants. Le premier, la sobriété foncière. Effectivement, la situation de nos villes n'est pas celle des grandes mégapoles indiennes, Dieu merci. Mais simplement, on ne peut plus continuer l'étalement urbain comme il s'est fait. Et d'ailleurs, c'est pas parce que, même dans beaucoup de villes qui ont une baisse de population, l'étalement urbain continue pour toutes les raisons qu'on connaît. C'est insoutenable. Et par ailleurs, si on veut développer une ville de service à la personne, si on veut maintenir les personnes âgées le plus longtemps chez elles, ou les personnes, etc., c'est pas en les éloignant des services qu'on va... ou alors, si on veut mettre fin à la politique, on enferme les gens dans des institutions, des établissements, on les catégorise, comme vous dites, etc. Mais il faut continuer comme on a fait. Non, on veut des logements évolutifs, on veut le logement adaptatif, on veut que... etc., etc. Il y a les grands objectifs, mais il y a aussi une démarche que je me permets de souligner, qui est la démarche territoire pilote de sobriété foncière, où 25 et bientôt 27, parce que 2 nouvelles agglomérations, dont une ultramarine, ont rejoint des villes qui appartiennent au programme ACV, qui sont volontaires pour être des démonstrateurs qu'on peut se développer démographiquement et économiquement de manière sans s'étaler. Je vais prendre un exemple. L'agglomération d'Angoulême, l'agglomération, donc ville, et puis son agglomération, c'est vraiment une ville moyenne, très dynamique, mais ce n'est pas une immense mégapole, ni une petite ville. Elle a fait un recensement des terrains disponibles au sein de son agglomération.
J'ai été effaré quand le président de l'agglomération m'a donné le résultat. Il y a 2000 terrains disponibles, déjà artificialisés, friches dans le Creuse, etc., au sein de l'agglomération. Donc avant de venir avec un projet où il dit « j'ai absolument besoin de 3 hectares et 3 ronds-points supplémentaires à 20 km du centre-ville parce que je dois loger des habitants », ben c'est vrai, il y a peut-être une possibilité de le faire dans les 2000 terrains qui ont été recensés. Le foncier invisible, il existe. Simplement, il est invisible. Et puis le deuxième réaction, donc on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais je voulais vous dire que le foncier, il existe. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué que de continuer une certaine facilité, etc., etc. Et puis le deuxième point que vous évoquiez, que je partage, c'est que si on souhaite faire revenir ou venir des habitants en ville, il faut des logements qualitatifs. Alors c'est aussi de la construction neuve, et c'est pour ça que la notion de zone tendue, zone détendue est absurde aujourd'hui. Dans toutes nos villes moyennes, il y a une très forte demande et on ne peut pas la satisfaire. Non pas parce qu'on ne veut pas, parce que le rythme de la rénovation, etc., ou de construction est inférieur à la très forte tendance de nos compatriotes qui souhaiteraient vivre dans ces villes. Mais là, effectivement, un certain nombre de logements anciens posent question. Parce qu'effectivement, si on est dans un carré médiéval, s'il n'y a pas de lumière, s'il n'y a pas les conforts minimums, etc., on pourra dépenser 5 milliards, on n'aura pas des résultats. C'est pour ça, d'ailleurs, j'avais un exemple, mais je ne sais pas s'il peut être projeté, mais par exemple, à Manosque, c'était aussi le cas de Sisteron, il y a eu des travaux de curtage d'îlots qui ont été tout à fait exceptionnels, où on a démoli des bouts d'îlots qui n'avaient plus de valeur, mais on a recréé de la lumière, des espaces, des places, des lieux de vie, et qu'une bastide qui était enfermée devient tout d'un coup une bastide extrêmement agréable à vivre. Et donc, il faudra effectivement accepter que dans certains endroits, on recrée des nouveaux espaces pour qu'aussi cette densité soit beaucoup plus agréable. Donc, c'est effectivement un enjeu tout à fait fort d'accueil de nouvelles populations. Et puis aussi notre patrimoine ancien. Parfois, on veut absolument s'escrimer à en refaire des logements. Peut-être que le logement n'est pas forcément la meilleure destination et qu'ils peuvent avoir beaucoup d'autres destinations, un hôtel, un tiers-lieu, un lieu d'activité, un lieu de réception, etc. et qui sera dans ce cas-là beaucoup plus facile à rénover. Juste une remarque, je crois qu'il y a un élément que je n'ai pas abordé, c'est la temporalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de temporalité, et c'est ce qui fait aussi que les investisseurs et les promoteurs vont plutôt aller là où il y a moins de contraintes, parce que le temps est plus court. Si on arrivait à travailler sur des temporalités plus courtes, une réduction des temps d'approbation de projets sur des rénovations de centre-ville, vous retrouverez une attractivité pour les investisseurs et les promoteurs. Donc il y a un enjeu. Quand je parle de simplification administrative, technocratique, c'est fondamental, parce que derrière, vous avez un enjeu de temporalité extrêmement fort. Et ce qui va recréer cette attractivité pour les investisseurs, la temporalité en fait vraiment partie. Il y a des projets qui vont vite, il y en a d'autres. Je peux vous citer des petites villes où les friches, ils y sont depuis 12 ans à essayer de sortir un projet avec un investisseur. Donc c'est vraiment important et l'enjeu de notre rapport était là. C'est des solutions simples pour aller plus vite, plus facilement et décomplexifier et sortir de la complication administrative. Monsieur le maire, vous aviez une réaction? Oui, parce que les promoteurs, ils vont là aussi où il y a de l'aubaine fiscale. Et clairement, l'État, depuis plein de gouvernements, a favorisé l'étalement urbain avec les dispositifs d'Eurobien et consorts. Ce gouvernement-là, en tout cas le ministre de Normandie, le précédent ministre du Logement, avait tenté de mettre en place un dispositif pour favoriser la reconquête du patrimoine ancien, notamment dans les villes moyennes. C'est le dispositif dit Normandie ou Pinel dans l'ancien, enfin, qui fonctionne peu, qui fonctionne mal. En tout cas, à Libourne, il ne fonctionne pas. Ce que j'observe, c'est que, et c'est une bataille que l'on mène, Ville-de-France, auprès de Bercy, pour l'instant sans succès, c'est que le dispositif Malraux, lui, fonctionne très bien là où il est absolument inutile. C'est-à-dire que le dispositif Malraux permet de faire à Bordeaux ou à Paris du Airbnb. On fait du Airbnb et c'est un double effet qui se coule, c'est que ça vire les étudiants du centre-ville. Ce qui peut être
bénéfique pour Libourne par ailleurs, mais enfin, c'est pas le sujet. En revanche, le Malraux ne vient pas du tout sur une ville bastide comme Libourne. Donc, il y a là à ce que le gouvernement fasse son chemin de Damas et essaye de favoriser de la fiscalité qui permettra de reconquérir les centres-villes patrimoniaux dans l'ancien. Aujourd'hui, on en est loin et c'est ce qui permettra à des promoteurs de trouver opportun et intéressant de venir dans nos petites villes. Je confirme, c'est une de nos propositions, c'est de réétendre l'impact du Malraux qui fonctionne très très bien, qui permet d'agir sur des bâtiments complets et qui gomme un petit peu les problématiques de l'activité par les intervenants qui ont pris en main l'animation de cette table ronde. Allez-y, monsieur le préfet. On rebondit sur nos interventions et elles sont très stimulantes. Je remercie les colistiers. D'abord, sur le de Normandie, je l'ai dit un peu rapidement hier, mais alors, ce dispositif, effectivement, n'a pas encore donné, je vais faire une litote, n'a pas encore donné son plein essor. D'abord, il n'est peut-être pas encore bien connu. Peut-être qu'il y a-t-il des dispositions qui mériteraient d'être améliorées. Et donc, moi, je suis très preneur des remontées des élus, des services de l'État, des notaires, etc. Alors, le président de la République a annoncé sa prolongation, parce que là aussi, si on veut que les investisseurs se projettent, il faut qu'on puisse avoir une certaine pérennité dans le temps, parce que si ces dispositifs, on dit ça dure 2 ans, 3 ans, puis après ça s'arrête, on ne va pas beaucoup s'investir sur des opérations qui peuvent être longues. Et puis après, on en connaît le résultat qu'une fois que l'opération a été faite et après que la personne le déduit dans ses impôts. Donc c'est vrai que pour l'instant, il a démarré, mais son démarrage est lent. Mais il a un grand mérite parce qu'il a mis le verre dans le fruit, si je peux me permettre cette expression peu technocratique. Ce sont les élus qui décident eux-mêmes, en faisant une ORT, que cet avantage fiscal, les investisseurs privés vont pouvoir en bénéficier dans leur ville. Parce que le but, c'est aussi d'encourager l'investissement local, ce n'est pas l'investissement offshore défiscalisé. Et puis, ce n'est pas un zonage qui vient de Paris. Quand Libourne se dote d'une opération de revitalisation du territoire, parce que c'est lié à ça, ou quand une petite ville, puisque ce n'est pas une ville action cœur de ville, ou quand une métropole décide de se doter d'une ORT, le de Normandie devient immédiatement applicable. Et là, c'est exactement l'inverse de tous les zonages centraux, de bataille navale, vous êtes A1, B2, C3, qui fait que c'est un zonage technocratique qui dit que vous avez droit, et dans ce cas-là, les produits qui sont construits sont le résultat de dispositions fiscales, mais ce ne sont absolument pas en lien avec le projet du territoire. Donc je pense que le de Normandie est un très bon concept, c'est que c'est le projet du territoire qui apporte, je dirais, l'éligibilité à ce dispositif qu'il faut probablement renforcer et améliorer. Et puis, vous apportez le Malraux. Le Malraux qui est une grande réussite, mais qui est en train malheureusement de se ternir année après année, puisque c'est une dépense fiscale. Vous savez que ce n'est pas toujours très en vogue dans nos administrations financières. On est passé environ de 150 millions de dépenses fiscales à quelques dizaines de millions récemment. Et quand vous savez, il y a un proverbe dans notre système administratif, plus c'est gros, plus ça passe, plus c'est petit, plus c'est fragile. Et quand on vient petit, dans ce cas-là, on risque même la disparition. Il y a eu un rapport interinspection en 2018 commandé par le ministre de la Cohésion des Territoires, de la Culture et des Finances qui a fait un certain nombre de propositions. Et non pas, malheureusement, malgré nos demandes, c'était suivi des faits, mais en tout cas, il faut qu'on réfléchisse à peut-être d'autres dispositifs qui reprendraient ces propositions. Il y en a 3 importantes. La première, c'est qu'il faut harmoniser les taux, puisqu'on a les taux dans tous les sens et on s'y retrouve plus. La deuxième proposition, et je l'abordais un peu de manière subliminale tout à l'heure, c'était de dire le Malraux ne s'applique que pour des opérations liées au logement. Mais dans notre patrimoine, on a peut-être une diversification de destinations qu'il faudrait aussi encourager fiscalement, parce que c'est pas pour faire plaisir cette défiscalisation, c'est pour compenser le surcoût de la rénovation, puisque c'est des matériaux plus chers, c'est toutes les contraintes qu'on a lorsqu'on s'attaque à ce style de projet. Et troisièmement, et pour rebondir, j'y souscris totalement à ce que vient de dire le maire de Libourne, c'était le concentrer dans des villes petites et moyennes où le prix de marché ne pourra jamais absorber le surcoût de la rénovation patrimoniale. Dans le centre-ville de Bordeaux ou dans le Marais parisien, ça ne sert strictement à rien, effectivement. Donc, une des pistes, mais là je n'engage que moi en le disant, mais
le cabinet de Mme Gouraud m'a demandé d'y travailler, de voir quelles propositions on pourrait faire dans le cadre de la prolongation du programme et dans les discussions interministérielles à venir. C'est peut-être que via l'outil ORT, on pourrait essayer en tout cas que si effectivement le Malraux n'était pas forcément la réponse absolue et immédiate, trouver des dispositifs d'aide qui permettraient que ces opérations patrimoniales dans les secteurs d'intervention des ORT menés par les petites et moyennes villes, voire par certaines métropoles, mais qui sont très loin, bien sûr, d'avoir des prix du marché élevés, que ces avantages financiers ou fiscaux se concentrent dans ces territoires à projet pour des opérations qui ne seraient pas forcément liées uniquement à des opérations de logement et à un taux qui soit un taux simple, visible, prévisible et attractif pour les investisseurs locaux. Je ferme cette parenthèse fiscale et cette parenthèse d'outils. Vous avez évoqué tout à l'heure, Franck Overka, je vais vous passer la parole, monsieur le maire, hein, sur ces parties de ville peut-être un peu embarrassantes, ce patrimoine dont on ne sait peut-être pas que faire. Vous avez mentionné le cas de la caserne, me semble-t-il, à Libourne, qui semble avoir été un projet à enjeu. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, dans les identités de Libourne, il y en a une qui s'est estompée, c'est l'identité militaire de la ville de Libourne. S'il y a des médecins de plus de 55 ans dans la salle, ils ont tous fait leur service militaire à Libourne, par exemple. C'était l'ENORSA. Puis c'est devenu une école de sous-officiers de gendarmerie, je l'ai dit tout à l'heure, dans les années 2010, RGPP, je ne rentre pas dans un débat d'opportunité, la caserne ferme, c'est 5 hectares en cœur de ville, c'est-à-dire à 500 mètres de la ville de Libourne, avec un patrimoine ancien absolument magnifique. On n'a pas eu de chance parce que c'était une école de sous-officiers de gendarmerie et la gendarmerie venait de passer dans la compétence ministère de l'Intérieur. Donc on n'a pas eu en plus, nous, de fonds de reconversion militaire. Bon, comme ça. Et ce bien, une fois que c'est fermé, c'est fermé. Donc la première étape, c'est qui le maîtrise. Et ce fut un combat pour que les collectivités l'achètent. C'était l'un des derniers arbitrages judicieux de Jérôme Cahuzac. C'était de tordre le bras à France Domaine. C'est-à-dire que les collectivités, la ville et l'agglo l'ont acheté grosso modo 3 millions d'euros, là où au début France Domaine en voulait 15 ou 16 millions d'euros pour maîtriser et le gardienner déjà, l'entretenir. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, ville de 25 000 habitants, budget d'investissement de l'ordre de 10 millions d'euros, avec un patrimoine de 5 hectares ancien et bon. On a lancé des appels à manifestation d'intérêt, peu importe. Mais aujourd'hui, on a, parce qu'aujourd'hui, pour tout ce qu'on a dit jusqu'alors, c'est plus facile pour les villes moyennes, on a des investisseurs. On a notamment un grand investisseur qui est Michel Ohaillon, qui a jeté son dévolu sur ce lieu pour en faire un pôle touristique de dimension européenne. Michel Ohaillon, c'est justement le propriétaire des Galeries Lafayette en France, dans les villes moyennes. Enfin, c'est quelqu'un qui, en tout cas, je crois dans les villes moyennes depuis quelques années. L'investissement qu'il souhaite y faire, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Il faut, là, que l'État et les collectivités soient au rendez-vous, mais d'abord l'État, et que l'État nous accompagne en mode projet. Très important. On ne peut pas être dans une discussion en tête-à-tête avec la DRAC, puis avec l'Adréal, puis avec je ne sais qui. Donc, il est important, à travers ce dossier, je souhaite, avec la préfète de région qui a tout à fait envie de jouer le jeu, qu'on puisse s'inscrire dans une démarche mode projet pour essayer de le favoriser. Ceci dit, c'est relativement mal parti. Je prends un exemple. Pour commencer le projet, il faut faire des fouilles. Dans le cadre du plan de relance, franchement, il a été dit aux collectivités, allez-y, lancez les projets. Et puis,
tout ce qui est décideur de fouilles, tout ce qui doit être respecté, se fout absolument de la temporalité et des plans de relance et des objectifs à atteindre des collectivités et du gouvernement, sincèrement. Donc, vous savez, si je voulais exister fortement, être très populaire auprès de mes collègues, je ferais deux choses. Enfin, je ferais une chose, c'est que je prendrais le flambeau de ceux qui contestent les potentats de la DRAC, des ABF et des sondeurs archéologiques. Aborder cette thématique, je veux absolument pas être désagréable avec eux, mais vous ne pouvez pas aujourd'hui aborder la thématique qui est la nôtre ce matin sans demander à l'État, au ministère de la Culture notamment, d'accepter d'être pas plus souple sur les intentions, mais plus souple sur les attitudes, notamment vis-à-vis des décideurs, qu'il s'agisse des collectivités ou des porteurs de projets. Aujourd'hui, il y a une vraie rupture de confiance, je le dis très clairement, il y a une vraie rupture de confiance entre les collectivités, les maires en particulier, et la plupart des ABF et consorts. Monsieur le préfet. J'entends avec beaucoup d'attention ce que dit le maire de Libourne, et connaissant bien les lieux, ayant effectivement sévi il y a pas mal d'années déjà, comme sous-préfet de ce très bel arrondissement. Et je comprends parfaitement son impatience et même son irritation, notamment quand on parle des fouilles. La question, c'est pas forcément s'il faut faire des fouilles, il faut faire des fouilles, mais le problème, c'est que les services peuvent même pas vous dire quand ils vont pouvoir les faire, ce qui fait qu'effectivement, quand on doit faire un tour de table, etc. Vous avez effectivement, deuxièmement, tout à fait raison de souligner que l'État, c'est le rôle du préfet, mais il faut aussi qu'on lui facilite la tâche, doit souvent arbitrer entre des injonctions contradictoires, des politiques contradictoires au niveau central, qui ne sont pas arbitrées au niveau central, et que donc, pour faire simple, il a des injonctions qu'il faut aider à construire, puis des injonctions qu'il ne faut rien faire. Bref. Donc, c'est bien sûr l'intérêt et la valeur ajoutée de sa mission. Ce n'est pas une mission toujours très facile quand effectivement on a des lois, des réglementations, vous l'avez évoqué, qui se contredisent parfois les unes les autres, et ça, on le sait. Sur la question justement de la protection et du patrimoine, il y a des choses qui marchent très bien, et Dieu merci, dans la majorité des cas, ça se passe bien, et nous, on encourage, et vous savez qu'il y a un comité de pilotage local présidé par le maire, et on souhaite que l'architecte des bâtiments de France soit systématiquement associé et invité à ces comités parce que quand il a connaissance des projets, des réflexions, des stratégies, il peut davantage, à condition qu'il ait le temps, qu'il ne change pas tout le temps, enfin, alors parfois les changements sont souhaités aussi par les élus, alors, voilà, bon. Mais parfois on ne sait pas, bref. Mais c'est très important que la collectivité prenne bien conscience éventuellement qu'il peut y avoir des enjeux, je ne dis pas forcément, ou des opportunités, ou voire quelques difficultés, comme il est important que l'ABF, les services de l'UDAP, s'imprègnent bien aussi des volontés locales et puissent être davantage dans une attitude de conseil que dans une attitude procédurale. Et parfois, peut-être, soit pour des raisons d'effectifs, pour des raisons de culture, on est davantage dans une culture procédurale que dans une culture de conseil. Et cette culture conseil est très importante. Il y a un truc qu'il ne faut pas faire en revanche, puisque quelques-uns de vos collègues m'ont alerté, où c'est quand, et l'État a une certaine responsabilité, je l'avoue, mais l'État au sens, nous tous, c'est que parfois il veut transférer des bâtiments, donc il a laissé quand même beaucoup de tribunaux, de prisons, on en a vu ici, heureusement elle va connaître un nouveau sort, de casernes, enfin bref, de bâtiments publics, souvent dans un état fortement dégradé. Il n'a pas toujours entretenu très bien ces bâtiments, et rien de pire, et là c'est vraiment l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, je ne citerai pas la ville, mais l'État, donc effectivement, il y a un blocage. L'État transfère ce bâtiment, ne l'a pas protégé pendant 70 ans, et aujourd'hui est en train de le classer au moment où il le transfère à la collectivité. Et là, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, mais heureusement, ce sont quelques cas, parce que le classement doit être le résultat d'un projet et non l'inverse. Et et donc, on est en train de bloquer tout le projet de réaménagement d'un cœur de ville dans une ville qui était prêt à investir, y compris dans ce patrimoine, mais pas dans l'état et dans la totalité
dans lequel l'État souhaite le transmettre, le vendre, parce qu'il n'en a absolument plus. C'est une friche carcérale, il n'en a absolument plus besoin. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La collectivité refuse ce patrimoine et l'État continue à légiférer, à réglementer sur ce patrimoine qui est une friche carcérale depuis des décennies et qui reste une friche en plein centre-ville. Donc là, effectivement, ce sont des situations d'échec qui montrent en tout cas les insuffisances d'une vision uniquement procédurale, alors qu'il aurait fallu mieux accompagner le projet de la collectivité, quitte à le conseiller davantage pour qu'il soit dans la bonne orientation. Et très vite, si vous me permettez, d'abord, vous avez bien raison, parce que Libourne a été classé après que, enfin, une partie du manège de ces casernes a été classée après que c'était été acheté par la ville. Bon, c'est original. À grands traits, autre problématique qui démontre que les DRAC, par exemple, ne se sentent pas toujours concernés par l'ambiance que vous voulez actionner au niveau des ministères ou du gouvernement et d'Action Cœur de Ville en particulier. On a dit hier l'incompréhension assez permanente des élus vis-à-vis du CRTE. Bon, je prends un autre exemple. Le CRTE, c'est quoi, si j'ai bien compris ce que c'était? C'est une volonté de contractualiser entre l'État et les collectivités et créer de la pluriannualité sur 6 ans. Eh bien, la DRAC s'y refuse. La DRAC se refuse de rentrer dans un dialogue pluriannuel pour des projets, nous disant non, nous, on reste sur un dialogue annualisé. On peut vous dire oui cette année, mais on ne peut pas s'engager sur des crédits l'année prochaine. Vous rentrez dans le CRTE? Non. Ce n'est pas notre sujet. Donc, il y a un potentat qu'il est probablement nécessaire de maintenir en grande partie parce que c'est la maîtrise, effectivement, d'un patrimoine ancien et d'une culture, mais aujourd'hui, vous ne dialoguez pas avec la DRAC comme vous dialoguez avec les autres services de l'État. Le sujet, Monsieur Overka, Monsieur le Préfet, je vous redonne la parole, mais d'abord, Monsieur Overka. Non, mais juste répondre là-dessus, mais bon, élargissons le sujet parce qu'il y a des DRAC où ça se passe très bien, etc. Donc peut-être qu'il y a une difficulté à Libourne, je le comprends, mais on a un vrai sujet que vous soulevez, mais qui n'est pas uniquement spécifique à la DRAC. La Cour des comptes elle-même l'a soulevé. Quand dans le programme Action Cœur de Ville, l'État et ses partenaires financiers, en tout cas d'ici 2022, mettent 5 milliards comme une sorte de fonds d'amorçage. J'emploie cette expression parce que c'est pour aussi créer un écosystème favorable à l'investisseur privé. Il n'y a rien de plus qui me fait plaisir quand je me déplace, qu'on me dit tel promoteur, tel investisseur prend le relais. La Caisse des dépôts peut dire, moi je m'engage sur plusieurs années. Action Logement peut le dire. L'ANA peut le dire dans ses opérations d'OPA-RU. Seul l'État, par toutes ses dotations, est prisonnier des règles de l'annualité budgétaire et pas uniquement la DRAC. Le préfet, il peut vous dire... la décile, vous en aurez l'année prochaine, mais s'il saute et puis s'il y a d'autres priorités gouvernementales... J'ai rien compris de ce qu'était le CRTE. Non, mais attendez. Non, mais les dotations, elles sont annualisées. La Cour des comptes elle-même, gardienne du temple, préconise que dans le dialogue avec les collectivités locales, l'État puisse faire du pluriannuel, du prévisionnel, et que donc en tout cas, moi c'est ce que je vais proposer dans le rapport de préfiguration que le gouvernement m'a demandé de faire pour la prolongation du programme 2023-2026, c'est de dire qu'il faut que l'État soit en capacité, mais l'État, toute dotation, soit en capacité de contracter avec les collectivités locales en s'engageant, en leur donnant en tout cas une visibilité pluriannuelle sur les dotations, les aides ou subventions qu'ils pourraient éventuellement obtenir dans le cadre de la négociation de leur contrat Action Cœur de Ville. Donc c'est un sujet qui dépasse malheureusement le simple, je dirais, enjeu de la DRAC. Il concerne l'ensemble des dotations de l'État. Il faut que l'État, de ce point de vue-là, fasse une vraie révolution. Et on va s'appuyer sur le rapport de la Cour des comptes qui nous y invite. Donc, pluriannualisation. Je vous propose une réaction oui. Après, on passera aux réactions de la salle bien aussi. Sûr. C'est important. Non, je voulais rebondir, excusez monsieur le maire, il y a un terme qui est employé qui est la rupture de confiance. Et on en est tous là. C'est-à-dire qu'il y a une rupture de confiance sur laquelle il faut travailler. C'est-à-dire que l'État
et un certain nombre de ces acteurs, et on va parler notamment des ABF, on sont sur une posture globale de mise en musée, de protection. Et aujourd'hui, on est dans le territoire, dans toutes les villes dont on parle, au contraire sur une posture de mise en vie, de mise en mouvement, de mise en vie. Et cette mise en vie, elle passe forcément par une évolution du patrimoine. Alors il y en a évidemment du patrimoine spécifique qu'on veut protéger, conserver, mais au-delà de ça, il faut qu'on rentre dans une relation de confiance sur la mise en vie de ce patrimoine. Et c'est Viollet-le-Duc qui disait que de toute façon, un bâtiment historique, s'il n'est pas occupé, il est mort. Voilà. Donc là, on a un sujet fondamental, je pense, et de donner les moyens, vous l'avez dit, monsieur le préfet, à ces acteurs de ne pas changer de posture, de changer d'une posture de protection, de mise en musée, vers une posture de mise en vie et d'utilisation du patrimoine. Et ça fait partie aussi des recommandations qu'on a faites en disant, le Malraux, si on l'étend, vous mettez en vie ce patrimoine, vous lui donnez une vie, et si vous lui donnez une vie, vous le protégez. D'ailleurs, l'exemple du Malraux l'a été extrêmement efficace sur un grand nombre de châteaux, de monuments historiques, parce qu'ils sont mis en vie, et on l'a vu hier soir. Dans le château où nous étions, c'est parce qu'il est mis en vie qu'il est préservé. Sinon, il tombe en ruine. Et il coûte à la collectivité. Donc, il faut faire des choix. Et je crois que c'est ça qui va devoir être important. C'est de redonner les moyens à nos collègues dans les bâtiments d'architectes, bâtiments de France, pour leur permettre de changer de posture, de retrouver une posture de confiance plutôt qu'une posture de défiance. Et si on rentre en confiance, tout d'un coup, la temporalité est beaucoup plus rapide, puisque vous n'avez plus d'acteurs qui vont jouer de toutes les réglementations et subtilités technocratiques pour bloquer un projet, parce qu'ils ont peur, tout simplement. C'est pas qu'ils soient méchants ou pervers, c'est juste qu'ils ont peur de ne pas remplir leur mission de protection. Donc, on leur redonne confiance. On reviendra vers vous à tous les trois. Je voudrais pas quand même laisser. Une minute, monsieur le préfet. Non, je sais, mais je suis incorrigible, excusez-moi. Mais je voudrais pas laisser quand même l'impression, et encore une fois, je ne méconnais pas, ayant l'honneur de visiter beaucoup de nos villes, l'ensemble des contraintes, et je peux vous dire qu'on s'en fait l'écho au niveau interministériel. Mais je voudrais pas donner l'impression, et c'est pas ce que vous avez dit, que les situations seraient bloquées, que notre patrimoine... Non, je sais bien. Et qu'au contraire, on veut que nos villes et nos centres-villes soient vivants, avec y compris une reconversion du patrimoine, et je dirais qui brille. J'avais une diapo, je ne sais pas si on peut la passer, par exemple à Chartres, où à la fois on requalifie de Parvis la cathédrale de Chartres, et en même temps on crée la maison de la cosmétique Valais. Bref, quand on requalifie une ancienne à la tabac classée pour en faire un cinéma en cœur de ville de Dieppe, on redonne vie au patrimoine, etc., etc. Voilà, donc c'était un peu ce message, vous dire que, parce que c'est peut-être l'intérêt, mais encore une fois avec ces insuffisances, et je partage ce qui a été dit, parce qu'on part du projet local, on arrive malgré tout à trouver un certain nombre de solutions, mais c'est vrai qu'il y a encore quelques bastilles à prendre, et que voilà, on va faire le nécessaire, mais surtout on n'a absolument pas la vision. Notre objectif avec Action Cœur de Ville, c'est certainement pas de faire des villes moyennes et des centres-villes, des villes dortoirs ou des villes musées, c'est au contraire des villes vivantes et qui créent, qui construisent, qui rénovent et qui construisent et qui font œuvre de création contemporaine. Messieurs, je vous laisserai le mot de la fin tout à l'heure. Je voudrais qu'on passe à des réactions de la salle et faire venir peut-être sur scène trois acteurs d'autres territoires pour nous donner leurs éclairages. Je vais inviter le maire de Cahors, Jean-Marc Vessouze, à me rejoindre, Alain Pereira, le député de l'Aude, et Sylvie Francin, la première adjointe au maire de Draguignan, justement pour les réactions. Et puis après, je reviendrai vers vous pour le mot de la fin. Je vais me mettre de ce côté-là. Le temps que, du coup, ces élus me rejoignent, juste vous dire qu'après cette table ronde, nous aurons une table ronde consacrée au numérique qui va commencer à 10h45. Monsieur le maire, je vous en prie. Monsieur le député. Alors, monsieur le maire, qu'est-ce que tous ces sujets vous font réagir? On a eu la chance de visiter justement votre belle ville et toutes les opérations que vous y avez menées. Comment vous réagissez à l'ensemble des discussions qu'il y a pu y avoir dans cette table ronde?
D'abord, il y a énormément de choses qui ont été dites et beaucoup d'éléments sur lesquels j'adhère totalement. Évidemment, d'abord, cette question de patrimoine, parce que on voit bien aujourd'hui que nous avons besoin de sens, que nous avons besoin de valeurs, et que finalement, c'est cette mondialisation qui a fait souvent qu'on a aujourd'hui une forme d'unité, d'une uniformité sur tout. On consomme pour beaucoup la même alimentation, on a la même offre culturelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, les séries, les films, tout le monde a l'impression de consommer la même chose. Et l'architecture aussi paraît parfois un peu la même partout. Toutes ces entrées de ville, on les retrouve partout en Europe, avec les mêmes enseignes. Et donc, on a besoin de retrouver du sens, de la valeur ajoutée, et pour le coup, aller nous plonger à nouveau dans notre histoire et notre patrimoine, qu'il soit bâti, qu'il soit gastronomique ou qu'il soit naturel, c'est une façon d'apporter de la valeur ajoutée, de la diversité et de la richesse. Après, on a aussi longuement évoqué le fait que nous devons améliorer la qualité d'habiter et que ça ne passe pas que par le logement et l'habitat en lui-même. Ça passe par tout l'environnement que nous avons autour, et c'est tout le travail qui est mené ici pour réfléchir aux mobilités, pour réfléchir à la tranquillité publique, pour réfléchir à la nécessité d'avoir des équipements de services publics qui soient à proximité, parce que c'est l'étalement urbain, ça a été aussi le fait de mettre l'ensemble des équipements de santé, de culture à l'extérieur, et donc de favoriser les déplacements. Et moi, je voudrais peut-être insister sur les difficultés que l'on rencontre pour rénover finalement nos logements. Il y a d'abord la question de la fiscalité, et je ne veux pas évoquer la question des incitations fiscales, des niches fiscales. Ça, c'est sûr qu'il en faut, hein, il en faut des incitations, et il faut qu'elles soient justes, adaptées, c'est pas toujours évident. Mais ne serait-ce que la fiscalité locale. Cet étalement urbain, nous l'avons accompagné par la fiscalité. Parce qu'aujourd'hui, vous aviez un intérêt à aller construire à l'extérieur, parce que la fiscalité était beaucoup plus basse, et parce que, pourquoi ? Parce que les charges de centralité n'étaient pas intégrées à la contribution des communes qui étaient périphériques. Pour le coup, je pose une question. Est-ce que le fait d'avoir retenu aujourd'hui comme seule ressource fiscale des communes la taxe foncière est une bonne chose ? Sur le plan électoral, je ne conteste pas le fait que la suppression de la taxe d'habitation est saluée de tous. Mais est-ce que c'est cohérent ? On parle de sobriété foncière et aujourd'hui, on ne laisse comme ressource fiscale aux collectivités et aux communes que la taxe foncière. Je redis simplement qu'aujourd'hui, un bâtiment vacant rapporte de la ressource fiscale, même s'il n'a aucun usage, aux communes. Je pense qu'il faudra revoir quand même cette question de la fiscalité locale. On a parlé de la question des fouilles archéologiques. C'est une réalité, Philippe l'a dit aujourd'hui. Vous ne pouvez pas intéresser un promoteur s'il prend le risque à un moment donné d'avoir un dérapage dans le temps de son projet avec aucune lisibilité et d'avoir un risque de coût supplémentaire qui va être colossal et qui n'est pas maîtrisé. Donc il faut absolument réduire. Bien sûr qu'à un moment donné, on veut des fouilles archéologiques. Il faut réduire et compenser. Ce n'est pas possible d'en rester là. Troisième élément, on a parlé de retrouver finalement ce dialogue avec nos rivières, avec nos fleuves. Mais je rappelle juste quand même qu'il y a quelque chose qui limite finalement ce dialogue avec la rivière, avec nos fleuves et nos ruisseaux, ce sont les PPRI. Les PPRI aujourd'hui ne sont absolument pas adaptés. Les PPRI ont juste cette capacité à bloquer les choses. Et donc de dire à l'État, et au maire d'ailleurs également, je ne suis pas responsable puisqu'il y a un PPRI. Mais là, on ne parle pas de zones nouvelles qui empêcheraient des constructions et donc un risque supplémentaire. On parle d'un risque existant qu'on ne baisse absolument pas. On le maintient, on ne rajoute pas. Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, un élément plus logique, plus de bon sens, qui consisterait à dire on peut faire de la démolition-reconstruction qui soit accordée à partir du moment où vous baissez le risque, à l'échelle évidemment plus globale d'un quartier. Et je pense que ces questions-là, il faut se les poser. Et puis, le dernier élément, c'est si vous voulez améliorer la qualité habitée, c'est qu'il faut trouver une forme de compromis et d'équilibre, je dirais, entre ce modèle pavillonnaire qui est aujourd'hui plébiscité par 80% quand même de la population. Il ne faut pas l'oublier. Avoir son espace, son jardin, des bâtiments plus grands,
et de l'autre côté, une autre solution qui consisterait à dire, ben, vous avez du logement, des appartements à plusieurs étages, et on aurait du mal à construire quelque chose autour. En fait, c'est tout le travail aujourd'hui que nous devons mener, et il doit être mené à grande échelle, c'est-à-dire avec forcément ceux qui produisent la réglementation, et notamment les architectes des bâtiments de France, avec qui, je le dis, on peut discuter, on peut trouver aussi des solutions à partir du moment où on travaille de manière transversale. Avec les architectes, qui ont une place fondamentale quand même, ce qui va falloir réinventer des nouvelles formes urbaines qui soient adaptées à des territoires. Donc, des architectes qui ne vont pas voir un projet tel qu'il a pu être fait ailleurs et qui vont venir le décliner ici, qui s'adaptent aussi à l'histoire du territoire, la façon dont est composée la ville, et puis avec les artisans, parce que c'est eux qui ont le savoir-faire. C'est eux qui vont demain être là pour pouvoir développer ces savoir-faire et ces constructions. Et donc tout ce travail-là, ensuite, va nous permettre d'améliorer la qualité d'habiter et de faire en sorte que ceux qui viennent habiter habitent mieux. Parce que vous ne convaincrez pas des gens de venir habiter dans la ville, vous n'allez pas les contraindre. Il faut aussi qu'ils y trouvent leur compte. Et la qualité d'habiter, c'est la performance énergétique de votre bâti, c'est la performance acoustique de votre bâti, c'est la capacité parfois à développer des énergies renouvelables, c'est la capacité d'avoir plus de lumière. Et il y a, à mon avis, quelque chose qui a moins été travaillé, me semble-t-il, en France par rapport à d'autres pays comme l'Espagne ou l'Italie, c'est la notion de patio, parce qu'il a cet intérêt de vous laisser de la lumière, de vous donner de l'espace et de préserver une forme d'intimité, puisqu'on sait bien que parfois dans les critères, les vis-à-vis ressortent souvent. Moi, j'ai pas trop envie qu'on voit ce que je fasse. Donc, il y a, à mon avis, plein de choses à inventer. Et pour cela, il faut avoir du bon sens, être à une échelle de proximité, à une échelle territoriale, que tout le monde fasse un petit effort et qu'on arrive demain à inventer des nouvelles formes d'habiter qui soient compatibles, qui permettent d'avoir, je dirais, une forme de densité acceptable et qui respire mieux qu'aujourd'hui. Merci, monsieur le maire. On a beaucoup parlé des ABF. Du coup, je ne résiste pas à l'envie de vous passer la parole, monsieur le député. Alors, vous êtes député de la 2e circonscription de l'Aude. Quel est le regard que le parlementaire que vous êtes porte sur les discussions que nous venons d'avoir? Alors, d'abord, je tiens à vous remercier de cette invitation parce que à la fois toutes les interventions que j'entends depuis ce matin sont à la fois passionnantes avec un vécu de terrain, un vécu d'une grande expérience et donc c'est très intéressant. Moi, je voudrais juste vous dire d'où je vous parle avec cette double casquette d'agent territorial, de cadre territorial, de la fonction publique territoriale, élu local, vice-président de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne, vice-président pendant de nombreuses années de la Fédération nationale des Scots, et puis, depuis ce mandat, député, vice-président de la commission aménagement du territoire et développement durable. Et donc, si c'est pas pour vous raconter ma vie que je vous dis ça, mais c'est parce qu'en fait, je viens d'assister depuis ce matin à la fois à ce double débat des aspirations des élus locaux qui viennent d'être rappelés et des difficultés que rencontrent les opérateurs de terrain et de la position de l'État qui à la fois veut porter un message, mais qui à la fois aussi est le gardien d'un certain nombre de choses. Et donc, par rapport à tout ce qui a été dit, mais vous me lancez sur les ABF, vous ne devriez pas, mais tant pis, je vais le faire. Moi, on a eu en début de mandat une loi qui s'appelait la loi Elan, et j'avais déposé des amendements pour modifier profondément le fonctionnement des ABF. Profondément. Et en gros, l'idée, c'était que l'ABF n'avait un avis conforme que sur le bâtiment qui était inscrit. Tout le reste, c'était un mode projet d'accompagnement des élus. Et là, je me tourne à la fois sur les deux intervenants qui ont parlé des ABF. Enfin, je ne parle pas à vous, monsieur le promoteur, et je voudrais pointer personnellement. J'ai revécu dans l'hémicycle ce que vous venez de vivre là. C'est-à-dire à la fois des élus qui vous expliquent qu'il y a un vrai problème, monsieur le préfet, avec tout le respect que je vous dois, qui nous explique que oui, il y a des problèmes, mais que globalement, ça se passe bien. Des élus de tous bords politiques qui vous disent non, mais attendez, s'il n'y a pas des ABF pour protéger les élus vont faire que des saloperies. Et de notre côté, d'autres élus qui vous disent, d'autres députés, qui vous disent mais l'AMF est silencieuse sur le sujet. Et donc on se retrouve en permanence avec des acteurs
qui ont un peu de vécu sur le terrain, qui ont fait une quinzaine de rencontres nationales des SCOT, par exemple, où vous avez tous les élus sur scène qui viennent vous dire qu'il y a un problème dans les ABF, et vous vous retrouvez seul dans l'hémicycle à porter la parole, parce que c'est en gros... Là, il va y avoir des élections à l'AMF. Mais demandez à vos deux candidats leur position sur les ABF. Et est-ce que ces deux candidats vont soutenir les parlementaires, quelle que soit la majorité, à faire évoluer les choses? Ben écoutez, je pense qu'on va, on va rigoler sur la position qu'auront les candidats à l'AMF. Après, je voudrais juste... Vous avez 2 minutes, si je peux vous contraindre à ouais, mais ça, temps. vous savez, on a à l'Assemblée, on a l'habitude, puisqu'on n'a toujours que 2 minutes pour parler. Je voudrais juste revenir sur 2 points qui me paraissent importants. Le premier, c'est... nous sommes ici là, pour parler d'habitat, de bâti. Hein. Voilà, moi je crois qu'il va falloir qu'on fracture complètement, et puisque beaucoup de temps, je ne cherche pas des mots un peu durs, qu'on fracture complètement la façon de concevoir la ville. J'ai beaucoup aimé tout ce qui a été abordé sur la notion de patrimoine immatériel et matériel, parce qu'on passe notre temps dans ce pays à parler de politique territoriale, sauf qu'on n'a pas des territoires. Un territoire, c'est un périmètre géographique, administratif, peu importe, à l'intérieur duquel les gens ont quelque chose en commun. Je disais hier à table, on parlait du territoire des Apaches. On parlait historiquement de la fierté de faire partie, le clocher, le village. Or, aujourd'hui, on a perdu un petit peu tout ça. Ça nous a été très bien expliqué pour ceux qui étaient là hier soir avec le livre La France sous les yeux. Et donc, il faut qu'on se pose vraiment la question quand on porte des politiques, quelles sont nos politiques de territoire. Donc, premier point très intéressant par rapport à ça. Et la deuxième chose, donc, c'est cette question de parcours sur la question de l'habitat. Et nous devons complètement revisiter, monsieur le maire vient de l'aborder, la façon de concevoir l'habitat. Et donc nous avons un vrai défi, élus nationaux, élus locaux, agents de l'État, mais surtout tous les professionnels, monsieur le promoteur, les architectes et autres, à revoir complètement la façon dont on conçoit l'habitat, parce que notre vision n'est pas forcément la vision actuelle des gens. Et on voit bien que dans beaucoup de pays, ils ont une forme d'habiter qui est différente de la nôtre. Nous sommes trop sur un parcours, à mon sens, un parcours linéaire de l'habitat. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que ce parcours linéaire n'est pas forcément celui qui est à l'attente des... Voilà. Et puis, changeons complètement, ouvrons le chantier de la fiscalité locale. Voilà. Mais les premiers à bloquer, c'est encore une fois les élus locaux. Nous, on est prêts à ouvrir le chantier de la fiscalité locale. Moi, j'ai aucun souci. Mais les élus locaux, c'est un peu plus compliqué. Merci, monsieur le député. Donc, des débats en perspective. Je continue à me voyager vers l'Est. J'arrive à Draguignan, du coup. On va continuer à parler d'habitat. Sylvie Francin, vous êtes adjointe au maire de Draguignan en charge de l'habitat. Et vous aviez notamment un sujet d'habitat dégradé. Peut-être partager avec nous, justement, comment vous avez saisi cette problématique et commencer à transformer votre ville sur cet enjeu de l'habitat. Je vous remercie de me donner la possibilité d'intervenir aujourd'hui sur un sujet aussi fort. Aujourd'hui, à Draguignan, nous avons pris la mesure, disons très très rapidement, lorsqu'en 2014 nous avons été élus. Nous avons le conseil qui se passe et nous investit, et 5 jours après, nous avons 3 bâtiments qui s'écroulent en cœur de ville. Donc on prend très très vite la mesure de la difficulté et de la complexité. Pour autant, le maire que nous avions était déjà adjoint à la culture, donc passionné pour son patrimoine et qui, bien évidemment, lui avait conscience de ce qu'il fallait porter comme message. Du coup, nous entrons véritablement dans un travail de concertation sur une politique qui va nous conduire à produire un projet urbain global. En fait, en 2016, nous demandons les diagnostics sur plusieurs thématiques telles que l'habitat, le commerce, le tourisme, l'environnement, la culture, etc., qui fait que ce projet urbain global ne se situe pas et ne se centre pas qu'autour d'une seule thématique, mais va penser le cœur de ville de façon multicritérisée. C'est la raison pour laquelle l'État nous accompagne très très vite dans ce projet urbain global et nous pose sur la table une enveloppe de 6,6 millions que nous obtenons en 2016. En 2018, Action Cœur de Ville vient donc s'amender à ce projet urbain global et nous devenons, puisque nous avons les diagnostics qui sont extrêmement précis et qui sont à poser sur la table, nous devenons immédiatement éligibles et faisons partie des 222 villes Action Cœur de Ville. Pour autant,
l'accompagnement nécessaire doit se situer sur plusieurs thématiques, puisque nous savons très bien que nous allons travailler sur le commerce et l'habitat de façon essentielle. L'habitat, nous positionnons immédiatement une opération programmée d'amélioration de l'habitat en renouvellement urbain, ce qui fait que le cabinet qui nous avait étudié le diagnostic en 2016, Citémétrie, nous accompagne dans la démarche et a déjà effectué le travail de sélection. Très très vite, nous rentrons dans la recherche des propriétaires occupants, des propriétaires bailleurs, de tous ces thématiques qui vont faire que aujourd'hui nous travaillons de façon pluriel sur l'habitat et que nous allons centrer nos réactions sur, bien évidemment, la reconstruction des immeubles entiers, tous ces bâtis qui ont été pris par les marchands de sommeil, parce qu'il ne faut pas rêver, hein, les centres-villes, notamment, sont absolument paupérisés, sont dégradés, sont dans un état assez complexe et à l'heure actuelle, Draguignan est paupérisé à 40% dans son cœur de ville. Il était urgent d'intervenir et de... Alors bien sûr, le maire vous dira, chasser les marchands de sommeil, ça n'est pas aussi facile que ça. Par contre, travailler dans le sens de la qualité et d'aller les chercher dans leur dernier retranchement. Aujourd'hui, nous savons où ils sont parfaitement localisés. Nous avons localisé les 300 appartements qu'ils possèdent et nous travaillons de façon à ce que, bien évidemment, ils soient impactés aussi par notre décision. Pour autant, ça n'est pas si simple que ça, nous le savons, hein, puisque les anciennes municipalités se sont frottées à eux et ont perdu en justice. Donc la problématique est grande. Pour autant, nous continuons, nous, à travailler sur cette opération programmée de renouvellement urbain. Et à l'heure actuelle, au terme des 3 ans, malgré un coup de frein important l'année dernière, puisque le Covid a quand même évité les visites et a été complexe, puisque après, financièrement, les gens ont peur d'imposer des rénovations sur lesquelles ils vont être accompagnés, hein, bien sûr, puisque nous avons des quantités de subventionnement. À l'heure actuelle, un immeuble rénové à 380 000 € va être accompagné de 320 000 € de subventionnement tout de même. Donc les acteurs qui viennent vont bien évidemment conventionner ces appartements pour qu'ils rentrent dans le quota de la loi SRU, c'est-à-dire des logements locatifs sociaux, mais nous n'en avons pas autant que ça. Parallèlement à ça, nous avons décidé d'installer aussi une démarche coercitive qu'on appelle l'opération de restauration immobilière. Et nous avons axé nos orientations vers des immeubles dégradés, mais qui étaient la propriété de personnes qui, au fur et à mesure de l'hérédité, étaient en incapacité de prendre des décisions sur leur bâti qui se dégradait. Aujourd'hui, 18 bâtis ont été répertoriés. Nous les présentons la semaine prochaine à la DTTM qui va nous accompagner dans la déclaration d'utilité publique qui est en fait une démarche coercitive qu'on appelle volontariste parce que, in fine, ce que l'on veut, c'est pouvoir accompagner ces propriétaires à rénover. Et puis, en parallèle de ça, nous travaillons sur la restauration de l'habitat indigne sur des cœurs d'îlots. C'est-à-dire que nous avons une transversalité de la circularité de notre cœur de ville et nous allons travailler sur des îlots répertoriés, dont parfois des chaînes d'une dizaine de bâtis complètement dégradés qui, eux, doivent être travaillés à l'échelle de l'îlot. Pourquoi? Nous avons parlé, bien évidemment, de se réapproprier des espaces de verdure. Ça va nous permettre de réouvrir la ville à ce contexte-là. Nous allons protéger et sanctuariser les espaces verts du cœur de ville de façon à ce que, puisqu'à l'heure actuelle, ils sont en zone constructible en UCA, excusez-moi du peu, mais du coup, les promoteurs se précipitent. Nous allons effectivement changer le mode opérationnel de façon à ce que dans le PLU, nous ayons une traduction. Et puisque nous sommes sur une AVAP, une aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine, à l'heure actuelle, ce paysage intérieur a été déclaré jardin patrimonial. Donc, effectivement, nous parlons souvent des ABF, mais pour le coup, elles protègent un certain nombre de choses avec nous. Alors, je peux parler longuement des ABF. Rapidement, pour conclure, voilà. s'il vous plaît. Pour conclure, en fait, nous sommes sur des dispositifs pluriels, Action Cœur de Ville, nous sommes aussi une ville ORT, nous en discutions tout à l'heure, et c'est vrai que nous avons une chance incroyable, c'est que notre maire est président de la CRPA, c'est-à-dire que le président de la DRAC vient déjeuner chez lui. Et nous avons une relation très privilégiée parce que le maire de Draguignan est passionné de son patrimoine, donc on lui fait confiance. Et c'est vrai que sur les fouilles que nous avons
obligatoirement eu à faire, puisque nous avons refait la place du marché, nous avons refait un boulevard, nous avons eu 5 semaines de fouilles, full stop. Parce que le président de la SRPA a estimé qu'effectivement, il connaissait particulièrement son patrimoine et qu'ils ont fait les carottages exactement où il fallait les faire, où ça durait 5 semaines. Donc, à un moment donné, c'est vrai que nous sommes très favorisés. Peut-être des leçons sur les ABF à prendre Draguignan. Merci pour ce voyage à Draguignan, à Cahors, dans l'Aude, à Libourne, monsieur le préfet, monsieur Overka. Merci pour l'ensemble de ces témoignages et de ces partages d'expérience. Beaucoup de débats encore, on aurait pu prolonger très longuement cette table ronde. Je vous propose qu'on arrête ici. Merci à tous de votre présence ici, merci de votre présence en ligne. Pour ceux qui sont présents ici, je vous propose de continuer à échanger au foyer de ce magnifique théâtre et nous reprenons nos travaux à 10h45 et nous allons parler numérique. Merci à tous.